Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le webinaire d'Attac consacré aux accords de libre-échange, dit ALE. On va prendre cet acronyme puisqu'on va répéter souvent cette expression. Alors pourquoi Attac s'intéresse de nouveau aux accords de libre-échange? C'est parce qu'ils sont revenus sur le devant de l'actualité récemment, notamment au moment de la crise agricole. Et de la mobilisation des agriculteurs, et avec le CETA récemment, lors du vote au Sénat, concernant donc la ratification française, vote négatif. On va y revenir tout à l'heure. Alors Attac, depuis sa création il y a 25 ans, a toujours dénoncé la mondialisation néolibérale, telle qu'elle était construite par l'OMC et les puissants dans le cadre des G7 ou G8. Et c'est donc naturellement qu'au cours de son histoire, on s'est régulièrement mobilisé, d'abord contre l'OMC et ensuite contre les accords de libre-échange, et notamment contre le fameux TAFTA, abandonné depuis, mais qui peut revenir à tout moment. Peut-être qu'on en parlera également à la fin dans les rapports de force internationaux sur ces sujets. Donc aujourd'hui, on a des invités pour discuter, présenter ces sujets. Donc bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nicolas, je te présente, Nicolas Roux, je te présente. Tu es enseignant à Lyon 3 en commerce international et tu animes le site bilateral.org, site de référence de décryptage en matière de commerce international. Donc je vais te laisser la parole et du coup tu vas présenter nos autres invités. Merci d'être là. Merci Stéphane, bonjour à toutes et à tous. 3 invités de marque aujourd'hui, spécialistes en commerce international, Claude Giraud de la Confédération paysanne, Laura Vérec qui est chercheuse, professeure à l'Université catholique de Lille en politique commerciale européenne, et Léo Charles, économiste, enseignant-chercheur à Rennes 2 et membre des économistes atterrés. Très bien, alors du coup, on va essayer de répartir cette 1h30 en 3 temps. Un premier temps où on va rappeler justement un peu l'histoire de ces accords de libre-échange en faisant référence à l'OMC. Ça sera la première partie du débat, et dans un second temps, on va s'intéresser à l'actualité à travers 2 accords de libre-échange qui ont été signés ou qui sont en négociation, que sont le CETA, le Mercosur, et on parlera également de l'accord avec le Chili, qui est un autre exemple de ce que peuvent faire nos gouvernements avec le commerce international. Et puis, dans une troisième partie, on abordera plus les mobilisations, les mobilisations qui s'opposent à ces accords à travers le monde, et notamment dans le monde paysan, pour contrer et lutter contre ces accords. Donc on commence, Nicolas, avec toi et Léo sur cette partie-là, l'historique de l'OMC et comment ça s'est transformé finalement en accord de libre-échange. Oui, peut-être un rapide historique, on va dire, comment on en arrive aujourd'hui aux accords de libre-échange modernes. C'est que jusqu'à la fin des années 80, disons, quand on parle de commerce international, on parle beaucoup de droits de douane, donc on cherche à abaisser les droits de douane aux frontières, pour pouvoir échanger les biens sans payer de taxes aux frontières. Et ce qui se passe à la fin des années 80, c'est qu'on a un petit changement, c'est qu'on va commencer à s'attaquer aux normes, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, parce que les droits de douane sont maintenant abaissés un peu de partout. Et quand on arrive finalement aux négociations de l'Organisation mondiale du commerce, l'idée c'est vraiment de s'attaquer aux normes, aux barrières non tarifaires. Et donc petit à petit, on va avoir cette idée qui va se développer, ou de plus en plus qui va être attaquée, c'est cette idée de faire en sorte que les États vont ne pas mettre des normes, des règlements qui vont entraver le commerce international. Et c'est ce qui se passe en 1995, quand l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est mise en place. Et aussi un an auparavant, on a vu la mise en place de l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique,
le Canada et les États-Unis, qui était un peu le premier accord de libre-échange moderne, qui a servi un peu de modèle à tous les accords de libre-échange qui ont suivi. Mais petit problème, c'est que à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000, on a des nouveaux cycles de négociations au sein de l'OMC qui vont un peu s'enrayer, parce que certains pays, notamment l'Inde, vont commencer à se rebeller, parce qu'ils voient qu'ils sont quand même beaucoup perdants dans ces négociations. Et de plus en plus, on va avoir des négociations d'accords de libre-échange bilatéraux, car il va être plus facile pour les lobbies, pour les États puissants, en fait, d'imposer leurs intérêts à travers des négociations bilatérales, plutôt que dans un forum multilatéral comme l'Organisation mondiale du commerce, où chaque pays a son droit de vote. Léo, tu veux peut-être compléter. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que j'ai été sensible à ta présentation, parce que je crois que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que ces institutions internationales comme l'OMC et finalement tout phénomène économique tel que la mondialisation, ça n'a rien de naturel. C'est-à-dire qu'on a toujours dans les discours l'impression de nous dire que les échanges, c'est un mouvement naturel des hommes à s'ouvrir les frontières, etc. En réalité, ce qu'on constate, et ce même depuis la fin du 19e siècle, c'est que cette mondialisation, les modalités qu'elle prend au cours du temps et l'évolution de ces mondialisations, ce sont des constructions humaines au service de quelque chose. Donc ça, on va le détailler, et on va voir que la mondialisation aujourd'hui, qu'on qualifie de néolibérale, dans laquelle les États se mettent au service finalement de la sphère privée et du profit, ben ça a été construit notamment à travers la mise en place de l'OMC. Et en fait, l'idée, pour que tout le monde soit d'accord avec ça, l'idée qui a été vendue, c'est de dire, ben, en fait, par le commerce, on va atteindre la paix, on sort de la Seconde Guerre mondiale, et on a besoin de mettre en place du commerce, des échanges entre nous pour éviter de se faire la guerre. Et ça a été le discours dominant de l'OMC pendant des années et des années. Ça a été le discours dominant de la construction européenne. La construction européenne s'est basée finalement aussi sur ces mêmes arguments. Et donc, on s'est retrouvé, comme tu l'as bien rappelé, dans les années 2000, dans une forme, les économistes appelaient ça la mondialisation heureuse, où on avait l'impression que par le libre-échange, par l'ouverture des frontières, par le commerce international, finalement, tout le monde gagnerait à participer à ça. Et donc, on a construit l'OMC pour négocier, ou plutôt imposer la baisse de ces tarifs, etc. Et donc, c'est des choses, comme tu l'as bien rappelé, qui ont très bien marché jusque dans les années 2000. Puis après, en fait, on a commencé à avoir des petits grains de sable dans ces négociations multilatérales. Et donc, on en est revenu, parce qu'en fait, les États et les firmes multinationales ont horreur du vide. Et donc, on en est revenu à des stratégies, moi je travaille sur le 19e siècle notamment, qui sont très 19e siècle, c'est-à-dire on renégocie de façon bilatérale, parce que comme tu l'as bien dit, c'est bien plus facile que de s'entendre au niveau global. Mais il faut bien montrer que cette OMC, en 1948, il y a eu la charte de la Havane, on a failli avoir autre chose, c'est-à-dire un commerce international régulé selon les principes de l'Organisation internationale du travail, selon des principes, voilà, un travail qui nourrit, qui satisfait pleinement et qui développe pleinement les êtres humains. Ça a été complètement oublié. Et on en est arrivé à la mise en place de l'OMC qui, par nature, par construction, est une institution internationale qui va plutôt favoriser les pays du Nord développés, parce qu'il y a un principe assez simple en économie, c'est-à-dire que quand vous êtes une économie suffisamment développée, eh bien vous avez tout intérêt à ce que tout le monde fasse du libre-échange, parce que pour vous, c'est là où vous allez gagner le plus, alors que les pays du Sud ont plutôt intérêt à se protéger et à moins accepter les règles du libre-échange. Et aujourd'hui, on a une OMC où on a une régulation de la mondialisation par les accords de libre-échange, qui sont de plus en plus par des accords bilatéraux, parce que ça facilite le travail et la génération de profit de la part des firmes multinationales. Donc ça, il faut bien se rappeler que ce sont des constructions, il n'y a rien de naturel là-dedans, et ce sont des décisions politiques qui se sont imposées à nous au fil du temps. L'Union européenne est chargée de négocier pour l'ensemble de la zone avec d'autres zones économiques, et en quoi il s'agit d'accords dits de nouvelle génération, parce qu'on intègre justement des tribunaux arbitraux. Alors de quoi il s'agit, Laura? Bon, déjà, juste pour rappeler que les tribunaux arbitraux, ils ont quand même un passé hyper néocolonial, parce qu'ils existent quand les pays du Nord
gardent leur investissement dans les pays qui viennent de devenir indépendants dans le Sud. Ils ont peur que ces investissements disparaissent ou soient nationalisés, et donc ils vont mettre en place une justice parallèle privée, qui est la justice parallèle privée qu'on retrouve dans le CETA. Alors, par justice parallèle privée, ce qu'on dit, c'est qu'un investisseur canadien en France, par exemple, lorsqu'une nouvelle législation française ou européenne va mettre à mal ses profits, cet investisseur va avoir le choix entre soit aller dans un tribunal national français, comme toute personne qui habite sur le territoire français, ou avoir le choix d'une autre justice qui, elle, est privée, avec des arbitres, et donc va pouvoir mettre en justice la France. Donc déjà, ça pose deux questions. La première, c'est, je pensais qu'on était tous égaux devant la loi, mais en fait, on va donner à un investisseur le droit de choisir sa justice. Et ensuite, la deuxième question, c'est une justice qui est totalement privatisée. Donc la France va prendre des avocats pour se défendre dans un tribunal privé qui est souvent à Washington. L'investisseur va prendre des avocats, et ensuite, ces avocats vont aussi, il va aussi avoir des arbitres. Ces arbitres vont gagner de l'argent quand il y aura des cas d'arbitrage. Donc ces arbitres ont intérêt à donner raison aux investisseurs pour à nouveau avoir un travail le lendemain. Et surtout, ces arbitres vont rendre de l'argent public aux investisseurs, mais pas uniquement l'argent que l'investisseur aurait perdu jusqu'à présent, mais l'argent que l'investisseur pourra perdre. Donc on a un cas, par exemple, d'une mine en Australie. Un investisseur veut ouvrir une mine. Finalement, la justice australienne lui dit « Non, vous n'allez pas pouvoir ouvrir une mine à charbon, c'est un peu trop polluant ». Et l'investisseur, quand il demande une compensation, il ne demande pas l'argent pour la prospection de cette mine. Il demande l'argent, de tous les profits qu'il aurait fait si cette mine avait été ouverte. Et donc l'État australien va peut-être devoir compenser cet investisseur pour l'argent qu'il avait voulu obtenir mais qu'il n'a pas eu. Et donc on est sur des montants mirobolants. Et pourquoi c'est important de parler de montants mirobolants? Parce que ces montants font peur aux États. Et on voit plusieurs fois des menaces d'arbitrage qui font changer les politiques, parce que les politiques savent que ça peut leur coûter très cher. Très bien, alors c'est effectivement le danger absolu, hein, ces tribunaux arbitraux qui sont intégrés donc, à ces accords, et il y a quand même une résistance. Claude, tu peux parler des raisons de l'opposition du monde paysan à ces accords, historiquement, et pourquoi le mouvement altermondialiste est opposé à ces accords? Oui, enfin moi je voudrais revenir sur ce qui a été dit au départ, sur la naissance de des politiques de libre-échange. Parce que bon, le libre-échange, c'est au départ laisser un petit peu de côté l'agriculture. Et l'agriculture est devenue une matière, un champ d'action comme un autre. C'est devenu un secteur d'activité comme un autre, et c'est pour cela que d'entrée, nos organisations paysannes, c'est-à-dire celles qui adhèrent à un mouvement international qui s'appelle Via Campesina, ont dit non. Pourquoi? Parce que l'agriculture, ce n'est pas que de la production de céréales ou que de la production de tomates ou je ne sais quoi. L'agriculture, c'est du climat, c'est des ressources naturelles, c'est l'eau, c'est la terre. Beaucoup de choses qui n'ont rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec l'argent et qui n'entrent pas dans un bilan comptable. Nous, on était contre cette vision complètement frustrante de l'agriculture. Donc d'entrée, on a dit non. Et d'entrée, on a eu peur. Et on a eu raison, parce que l'histoire nous a montré qu'effectivement, sous prétexte de commerce, on allait s'attaquer aux ressources naturelles. C'est ce qu'on voit maintenant. Maintenant, ce n'est plus à démontrer, tout le monde le sait. Mais en 1999, quand il y a eu les premières manifestations à Seattle contre l'OMC, les agriculteurs n'ont pas été vraiment compris. Quand Lee s'est suicidé à Cancun quelques années plus tard, le monde entier s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ce gars, il est tombé sur la tête, il est déséquilibré ». Bon, peut-être qu'il vivait ces événements d'une manière très violente, mais malgré tout, son ressenti est le ressenti de la plupart des organisations paysannes et des paysans de base, qui ne sont pas des exportateurs, quelque part. Ce n'est pas le paysan qui va exporter ou qui va importer, c'est la multinationale qui va le faire pour lui. C'est la coopérative agricole, c'est voilà, ce qu'il y a en amont et en aval.
le paysan, il est dans son coin, il produit et il tient à garder son climat, son eau, sa terre. C'est assez simple à comprendre. Ses semences, parce que les semences, c'est un gros paquet financièrement, donc voilà. Donc, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au départ, il y avait des droits. Enfin, Nicolas nous a dit qu'il y avait un problème, pratiquement pas de droits de douane, mais il y avait des droits de douane sur l'agriculture dans les années 2000. Et ces droits de douane ont été petit à petit laminés. La deuxième chose, c'est qu'on a vendu le commerce international comme une garantie de paix, mais aussi comme une garantie de développement. Et ça, c'est encore plus pervers, parce que ce n'est pas parce qu'un pays commerce qu'il est développé. Ce n'est pas parce que les Émirats arabes vendent leur pétrole et ont un niveau de vie par habitant très élevé que les Bédouins du Qatar vivent très bien. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on nous a fait croire que ça allait ensemble. Et il y a... la dernière chose que je voulais dire, c'est que on dit que l'OMC est arrivé à un échec parce que les négociations, les différents cycles patinaient. Mais pourquoi elles ont patiné? C'est à cause de l'agriculture. Dans tous les cas, c'est les sujets agricoles qui ont fait qu'on n'arrivait pas à un accord. Et même si le discours officiel voulait faire croire que oui, quand même, si, on progresse et tout, malgré tout, il y a des grosses réticences dans le domaine agricole, et ce, quels que soient les pays. Hein. Ce n'est pas que les pays progressistes qui regardent à deux fois, il y a aussi l'Inde qui n'est pas très d'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Par contre, ce qui est très simple, c'est, comme tout le monde l'a dit, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile au départ de négocier pour un pays riche avec un pays pauvre, en développement, dépendant, que d'égal à égal. Alors justement, Léo, d'un point de vue, les autres secteurs économiques sont aussi impactés, il n'y a pas que l'agriculture. On dénonce globalement aussi ces accords, mais parce que c'est source de pillage des ressources et d'inégalités. Et donc comment ça s'explique d'un point de vue macroéconomique, ces enjeux-là? Est-ce que nous, altermondialistes, il n'y a pas des arguments aussi dans ce domaine-là à poser? Juste pour mais c'est dans le sens de ta question, mais pour rebondir, c'est que ce qui s'est passé à l'OMC, c'est qu'on s'est rendu compte, du moins les pays du Sud, se sont rendus compte que les pays qui avaient le plus désobéi à l'OMC étaient ceux qui avaient connu le développement le plus soutenable d'un point de vue social, économique, etc. Et donc c'est intéressant de ce que tu dis, et tu as tout à fait raison de dire qu'en fait l'OMC a vendu le libre-échange comme voie du développement, mais en fait les pays du Sud, les pays émergents, se sont bien rendus compte que non seulement historiquement les pays du Nord n'avaient jamais suivi cette voie-là, parce que historiquement il n'y a aucun pays dans le monde qui se soit développé sans avoir utilisé des protectionnistes, droits de douane, ou même des protections sociales du travail, etc. Aucun. Même l'Angleterre, qu'on met toujours comme le chanvre du libre-échange, non, l'Angleterre a commencé par des prohibitions, c'est ça qui a fait se développer. Et donc, dans les années 80-90, on a tout un tas de pays, la Corée du Sud, ce qu'on a appelé les tigres asiatiques, ou les quatre dragons, qui ont totalement désobéi aux recommandations de l'OMC, enfin du GATT à l'époque, et qui ont connu un développement assez exceptionnel. Et donc, dans les années 2000, les autres pays émergents ont commencé à dire, regardez, finalement, vous, pays du Nord, vous n'avez pas respecté ce que vous nous imposez maintenant. Pays du Sud, certains pays du Sud ont réussi sans faire ce qu'on vous demande. Et donc, il y a eu ce mouvement aussi, au-delà de l'agriculture, ce mouvement en disant, en fait, on a aussi le droit de choisir notre moyen de se développer, nos modalités de développement, un développement auto-centré, choisi, et donc vous n'allez pas nous l'imposer. Donc c'est vrai que c'est intéressant de rappeler ces choses-là. Alors, au niveau macro ou au niveau économique, c'est toujours compliqué parce que vous allez toujours trouver des économistes qui vont vous justifier les accords de libre-échange et vous montrer que ça nous fait gagner de la croissance, ça fait gagner de l'activité. Alors, on en reparlera peut-être, mais aujourd'hui, ce qui est très, très embêtant pour les économistes, ceux qui veulent bien le considérer, c'est que même si on a des augmentations de production, des augmentations d'échanges via les exportations et les importations, on met souvent sous le tapis les questions environnementales.
C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, plus de commerce, c'est aussi plus de production. Donc, en partie, plus de production polluante, c'est plus de transport. Le transport international de marchandises, ça représente à peu près 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même assez massif. Donc, voilà, d'un point de vue environnemental, c'est injustifiable. D'un point de vue macroéconomique, en réalité, en fait, la force des économistes, j'allais dire, c'est qu'on trouve toujours des modèles pour dire ce qu'on a envie de dire. Et donc, effectivement, on en reparlera peut-être pour le CETA, mais il y a des évaluations, ce qu'on appelle des études d'impact sur que va nous faire gagner le CETA, etc. Mais en fait, globalement, je crois que c'est assez facile, mais on peut dire que philosophiquement ou intrinsèquement, un accord de libre-échange, ou le libre-échange, c'est dans tous les cas quelque chose de biaisé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui mise sur la spécialisation des économies dans une production particulière dans laquelle on est la plus efficace, et le reste, on l'échange. Sauf que, en fait, quand vous prenez le cadre de la mondialisation, eh bien, vous allez forcément avoir un échange, beaucoup d'économistes parlent d'échanges inégaux. C'est-à-dire que quand vous produisez des Airbus et que vous échangez ça contre des pommes de terre, vous voyez le nombre de kilos de pommes de terre qu'il faut exporter pour payer un Airbus, on est complètement dans un échange totalement inégal. Et donc là, on revient sur les arguments de domination des pays du Nord sur les pays du Sud et d'enfermement finalement de ces pays du Sud émergents dans des spécialisations qui ne sont pas utiles à leur économie nationale, au développement économique autocentré, mais qui sont utiles aux grandes firmes multinationales ou au commerce extérieur des nations développées. Donc effectivement, il y a toujours cette ambiguïté derrière tout accord de libre-échange. En fait, il y a quelque chose de complètement biaisé, où on n'échange pas la même chose, etc. Alors, c'est un peu moins le cas avec le CETA, parce que c'est des pays un peu proches, mais là, on revient sur les normes qui sont sanitaires, notamment, qui sont totalement différentes. Donc voilà, en fait, il faut voir que le libre-échange, c'est toujours échanger quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Et donc, aujourd'hui, on en arrive aussi même à échanger des normes sociales, environnementales. On a aujourd'hui des pays qui se spécialisent plutôt que dans la production d'un produit, ils vont se spécialiser dans des tâches qui nécessitent des choses très polluantes et ils vont alléger leurs règlements environnementaux pour attirer des capitaux, pour produire ces tâches-là sur leur sol. Et donc, le libre-échange échange aussi des tâches qui sont polluantes, qu'on ne voudrait pas chez nous, mais qu'on laisse faire les autres pays. Et donc, voilà, dans tous les cas, par nature, c'est biaisé. Et sans oublier qu'il y a la question sociale aussi. Souvent, les accords de libre-échange étaient accusés de baisser les normes, et notamment en matière sociale, de sécurité sociale, de santé, etc., puisque pour exporter à moindre coût, il fallait réduire à tout prix le coût. Et là, c'est le coût du travail, entre guillemets, selon les libéraux, qui devait s'ajuster, quoi. C'est la stratégie menée par la France et l'Union européenne depuis une vingtaine d'années. En fait, on nous a vendu cette insertion dans la mondialisation, le fait qu'on devait devenir compétitif à l'exportation. Et dans le discours libéral, ça veut dire quoi être compétitif? Comme tu l'as bien rappelé, c'est faire la réforme des retraites, réduire les normes sociales, réduire les normes sur le travail, réduire les normes environnementales pour finalement faciliter les échanges, etc. Et en fait, cette stratégie, elle ne marche pas. En France, il y a une étude de l'INSEE, je crois, qui date de 2017, qui nous montre qu'il y a environ 5% des entreprises françaises qui sont exportatrices. Donc en fait, depuis 30 ans, on mène une politique publique favorable à 5% des entreprises françaises. Et parmi ces entreprises exportatrices, 90% sont des grands groupes, des firmes multinationales. Et donc là, on a une histoire finalement qui s'écrit. Ça fait 30 ans qu'on nous parle de compétitivité, qu'on met en œuvre des politiques publiques pour favoriser cette compétitivité à l'exportation. Et en réalité, ça profite aux firmes multinationales. Et on voit que la croissance française, l'emploi, le chômage est toujours aussi haut. La pauvreté commence à pointer son nez. Donc, pas d'effet positif pour le coup. Très bien. Alors du coup, on va approfondir deux accords et puis parler également de l'accord sur le Chili, l'accord sur le Mercosur. Alors je sais, celui-ci aussi, les multinationales sont à la manœuvre. On va peut-être en reparler. Les multinationales françaises. Alors Nicolas, qu'est-ce que c'est que le Mercosur, simplement expliquer? Où en sont les négociations?
Et puis après, Claude, tu aborderas le volet plus agricole, peut-être agriculture. Alors le Mercosur, c'est un accord de libre-échange qui est en cours de négociation depuis maintenant 25 ans, depuis 1999. Donc accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui sont 4 pays d'Amérique latine, à savoir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Alors c'est un peu une sorte de saga, parce que, comme je disais, ça fait 25 ans de négociation, il y a eu des hauts débats, des moments où on ne s'est pas parlé pendant des années et des années. Et soudainement, les négociations se sont accélérées en 2019 et ont été conclues en juillet 2019. Accord donc, qui avait été négociations conclues par le président Macron et toute l'Union européenne et le Brésil et donc tous les autres pays d'Amérique latine. Et c'était un accord qui à l'époque avait été déclaré par tous nos dirigeants comme un accord de modèle, très bien, qui gagnant-gagnant, etc. Sauf que soudain, un mois plus tard, cet accord était devenu négatif. Alors tout d'un coup, on s'insurge parce qu'il y a eu des feux dans l'Amazonie, des feux qui avaient un peu, qui avaient choqué un peu l'opinion publique. Donc renversement de discours, notamment de la part du président français, qui d'un coup s'oppose à l'accord avec le Mercosur et déclare qu'il est contre cet accord en l'état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, accord en l'état? Je ne sais pas si on pourra déchiffrer cette expression d'ici la fin de ce débat, mais en tout cas, les négociations bloquent à partir de ce moment-là. Je rappelle que Bolsonaro est au pouvoir au Brésil à ce moment-là, et Bolsonaro a quand même une politique assez violente. Il ne prend pas du tout en compte les droits humains des populations autochtones, ne prend pas du tout en compte les politiques environnementales ou les politiques de lutte face au réchauffement climatique. Donc on a un blocage des négociations à ce moment-là, qui dure jusqu'à l'élection du président Lula au Brésil, donc la date m'échappe. Et donc là, on a une sorte de retour, on se dit, bon, on va pouvoir renégocier quelque chose avec le président Lula. Sauf que les négociations patinent encore à droite à gauche, parce que d'un côté, on critique, du côté brésilien notamment, et aussi argentin, on critique l'accord, parce qu'on estime que cet accord ne va pas dans la direction adéquate pour le développement industriel au Brésil et en Argentine. Et du côté européen, on critique toujours l'accord du fait qu'il manque des garanties beaucoup plus fortes en matière de protection de l'environnement et aussi en matière de politique climatique. Donc finalement, l'accord est un peu il patauge, toujours encore. Et vu que maintenant on est dans une phase où nous avons les élections européennes qui vont bientôt, qui sont en juin, donc 2024, donc d'ici un mois, on a un accord qui est donc au point mort, où on entend des fois des négociations des uns et des autres, le président français qui nous déclare que les négociations sont terminées. Le lendemain, la Commission européenne nous déclare que les négociations continuent, qui croire, qu'est-ce qui se passe vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les négociations ne sont pas abandonnées, l'accord est toujours en cours de négociation. Quand est-ce qu'on en verra la fin? On n'en sait rien, peut-être un jour, peut-être jamais. Et ce qu'il faut prendre aussi en compte dans les négociations actuelles, c'est tout l'aspect géopolitique qui a beaucoup changé, notamment avec la guerre en Ukraine, où l'Union européenne, et puis aussi, on va dire, dans une certaine mesure, les rivalités avec la Chine et les États-Unis, où l'Union européenne recherche aussi des alliés à la fois commerciaux, mais commerce rime souvent avec géopolitique, donc des alliés géopolitiques, notamment face à la Russie et à la Chine. Donc elle espère trouver aussi les pays du Mercosur un allié géopolitique. Alors c'est le monde agricole qui se mobilise surtout contre cet accord. Claude, est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Pourquoi autant d'opposition, puis une opposition assez diverse, peut-être avec des arguments parfois qu'on ne partagerait pas forcément, en tout cas d'une partie du monde paysan? Disons que la partie émergée de l'iceberg, c'est le prix de la viande et les problèmes sur la viande bovine, quoi. Et là, toutes les organisations paysannes, quel que soit leur bord, absolument toutes, disent non, attention, l'Amérique latine peut envahir nos marchés
parce qu'ils produisent beaucoup moins cher que nous. Leur coût de revient est beaucoup moins cher. C'est facile à comprendre, le personnel n'est pas payé, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a pas d'impôt sur le foncier, il n'y a pas de réglementation et surtout, il y a zéro traçabilité sur les bêtes. Donc, on peut vendre, peuvent arriver sur le marché n'importe quel type d'animal. Donc, bien évidemment, ça fait peur. Et la peur, des fois, est un bon argument. Certains syndicalistes nous disent qu'il faut supprimer toutes les normes. Et ce n'est pas forcément l'argument qu'on partage. Ce n'est pas le nivellement par le bas qu'il faut, pour lequel on milite en tout cas. Non, mais là, on est dans une espèce de discours, voilà, à géométrie variable. C'est-à-dire que nous, Européens, quand on vend, tout nous est dû, quoi. On peut inonder le monde de tous nos surplus agricoles, d'ailleurs souvent subventionnés. Mais quand il faut importer, là, on fait très attention. On veut importer des choses propres, enfin voilà, conformes à nos standards, quoi. Donc, bon, voilà, là, je parle du syndicalisme majoritaire qui n'est pas ma tasse de thé, mais on l'aura bien compris, mais c'est là aussi qu'il y a débat. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir avec le Mercosur, c'est que quelque part, avec les élections européennes, je crois que et les colères paysannes des mois de février, enfin janvier, février et mars aussi, aucun pays européen n'a vraiment envie de se mettre les agriculteurs à dos. Donc on a toutes sortes de discours, de faux fuyants, voilà. On peut entendre tout et n'importe quoi selon les pays européens en question, mais bon, officiellement, voilà, on essaye d'attendre que ça aille mieux, quoi. Voilà, hein, que les élections soient passées, peut-être, voilà. Et on a beaucoup de projets, plus ou moins fumistes, de propositions plus ou moins réalistes sur le tapis. Oui, notamment, voilà. On entend beaucoup parler des fameuses clauses miroirs. Est-ce que Laura, tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Parce qu'apparemment, c'est vraiment le miroir aux alouettes. Et puis souvent, c'est ce qu'il faut aussi qu'on se regarde nous-mêmes dans le miroir. Peut-être juste rappeler, parce qu'on parle du Mercosur et du fait qu'on va importer pas mal de viande, c'est vrai qu'en fait, dans tous les accords, il y a un aspect viande. Donc, quand on a un accord avec la Nouvelle-Zélande, on importe aussi de la viande. Parce que le négociateur néo-zélandais, il va arriver, ou la négociatrice, devant les négociateurs européens ou négociatrices, et ça va être, vous avez donné tant de tonnes aux Canadiens, nous, on veut tant de tonnes. Donc, une fois qu'on a ouvert le marché de la viande à partir du CETA, on l'a ouvert pour tous les accords qui suivent. Donc, s'opposer uniquement au Mercosur, c'est facile pour Macron, mais ça ne l'empêche pas ensuite de continuer avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui viendra, etc. Donc c'est toute une politique commerciale qui est à revoir. Et fait, pour ne pas revoir cette politique commerciale, on a donc les mesures ou les clauses miroirs. L'idée serait qu'on demanderait aux importateurs de respecter les mêmes normes de production que les productions européennes. Alors déjà, ça pose plein de questions légales et juridiques, mais moi je pense que ça pose une plus grande question. Un, c'est de qui on est pour donner des leçons, pour croire que notre modèle est le meilleur modèle agricole. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de changer complètement notre modèle agricole. En plus, deuxièmement, on est très hypocrite. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se regarde dans le miroir. En Europe, on produit des pesticides qui sont interdits en Europe, mais qu'on continue à exporter en Afrique et qu'on va exporter encore plus dans les pays du Mercosur. Donc, dire, nous, c'est ce que tu dis, on veut de la viande propre, mais par contre, on peut vous envoyer ce que même nous, on ne mangerait pas. Donc ça pose vraiment question. Et puis, c'est surtout cette idée, comme on a fait avec les tribunaux d'arbitrage. On a modifié un peu, on a changé le nom, ça passe. Ben là, c'est la même chose. On modifie un peu le traité, on met une clause, une mesure miroir, c'est bon, ça passe, fin du débat. Et en fait, c'est là le problème, c'est que le débat ne s'arrête pas là. Le grand débat à avoir, c'est quel type d'agriculture on a besoin, et est-ce qu'on a besoin, justement, comme tu dis, de commercer nos produits agricoles? Est-ce qu'on a besoin d'importer des choses que nos paysans et nos paysannes savent très bien produire chez nous, et qu'eux-mêmes aussi savent très bien produire chez eux? Ils le font différemment, c'est pas à nous de décider qu'ils le font mieux ou moins bien. Alors Léo, sur le Mercosur, les multinationales ont des intérêts, les multinationales européennes. Pour reprendre ce qui a été dit, je partage entièrement ce qui vient d'être dit, mais en fait le Mercosur, c'est un accord d'un autre temps.
enfin, je ne savais pas que ça avait autant traîné, du coup l'argument est encore plus valable, mais c'est vraiment un accord d'un autre temps. Quand je disais que c'était un échange biaisé, enfin, on l'a présenté pendant très longtemps comme un accord voiture contre viande. En fait, quand vous dites ça, forcément, quand je parlais d'échange inégal, c'est-à-dire que vous contraignez ces pays du Mercosur dans une production agricole, et donc vous ne lui permettez pas un développement industriel qui aura des rayonnements sur le reste de l'économie, sur l'emploi, sur le bien-être de la population, etc. Donc déjà, ça pose problème dans l'accord en lui-même, et c'est un accord d'un autre temps, parce que pour produire et être compétitif, comme tu l'as rappelé sur la viande, ça nécessite de déforester, ça nécessite de mettre du soja, ça nécessite de mettre des médicaments, etc., etc. Des choses que nous, on n'accepte pas chez nous. Et donc, en fait, il y a une course à la compétitivité qui est plutôt nocive d'un point de vue global. Et là encore, en fait, si tu l'as très bien rappelé, on sait faire tout ça en France, en Europe, etc. Donc, si finalement les pays du Mercosur ont envie de produire comme ça, j'allais dire, c'est leur problème, c'est leur décision démocratique, démocratiquement prise. Et donc, voilà, nous, par contre, aller pointer du doigt en disant, voilà, on va faire des clauses miroirs parce que c'est quand même mieux ce que nous on fait par rapport à vous, etc. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte qu'on est dans une hypocrisie totale, comme l'a bien rappelé Laura, parce qu'on ne veut pas que nous, on produise ce genre de choses, mais en même temps, on est quand même très content que les autres le fassent à notre place et polluent leurs terres là-bas, etc., etc. Donc il y a une vision très territorialisée, finalement, de ces problématiques-là. C'est-à-dire que, s'ils polluent chez eux, tant pis. Et si nous, ça nous permet d'avoir de la viande moins chère, tant mieux. Donc voilà, il y a un peu ce discours qui est, j'allais dire, incompréhensible, si, très, très compréhensible. Mais encore une fois, effectivement, pour reprendre ta question, c'est finalement une hiérarchie des normes et une hiérarchie des valeurs qui place au-dessus de tout, de la démocratie, des décisions du peuple, etc., qui place au-dessus de tout la sphère privée et le profit des multinationales et les investissements. Donc ça, on les sécurise, on ouvre ces frontières-là et on leur permet de faire ça, mais on oublie finalement, ou on laisse sous le tapis tout un tas de questions environnementales ou sociales dans ces pays-là et en Europe. Là aussi, le CETA, il y a eu une surprise récemment, c'est le vote du Sénat contre la ratification de cet accord par la France, en sachant qu'il était appliqué de manière provisoire. Alors, peut-être qu'il faut revenir sur cette idée d'accord provisoire. Je ne sais pas qui veut expliquer en quoi consiste le CETA. Il y a eu aussi de l'enfumage autour, tu en as parlé Léo tout à l'heure, sur les fameuses études qu'on a sorties. Oui, c'est favorable à la France et à l'Union européenne, etc. Est-ce que qui veut en parler ici? Le CETA, c'est donc l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Accord qui s'inscrit complètement dans ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les accords de nouvelle génération, en fait, un accord très global, qui comporte des normes sur à peu près tout et n'importe quoi, choses qui contribuent, qui touchent à notre vie quotidienne. Ça touche l'agriculture, bien sûr, mais aussi des normes sur le commerce électronique, sur les banques, les assurances, les règlements, quels qu'ils soient, etc., etc. Et le CETA, c'est aussi un peu un cas d'école, parce que c'est un accord qui, comme souvent, a été l'initiative de lobby. Il y a une vingtaine d'années, fin des années 90, des compagnies canadiennes et européennes forment une sorte de lobby commun et se disent, tiens, après des discussions, on se dit ça serait bien qu'on ait un accord de libre-échange entre nos deux États pour pouvoir justement développer nos profits, développer nos activités, etc. Donc l'accord commence à être négocié en 2008 et on arrive donc à une conclusion en 2016 et une ratification de l'Union européenne en 2017. Voilà. Donc l'accord rentre dans ce qu'on appelle l'application provisoire en 2017. Alors ce qu'il faut comprendre, sans être trop technique, c'est que vous avez des compétences qui sont exclusives à l'Union européenne et des compétences qui sont partagées entre l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Donc le CETA, la grande majorité du CETA, on avance souvent le chiffre de 90%, est d'une compétence exclusive à l'Union européenne. Donc une fois que l'Union européenne a ratifié cet accord, cette partie du CETA, donc les 90% de l'accord,
rentre dans ce qu'on appelle une application provisoire. Et le reste de l'accord ne sera mis en application que lorsque tous les parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne auront donné leur aval. Alors, comme tu l'as dit, pour l'instant, en France, on est dans une situation où c'est un peu bloqué parce que le Parlement, au forceps, il faut le dire, le Parlement, l'Assemblée nationale a donné son aval en juillet 2019, donc en plein milieu de l'été, complètement fait à la va-vite, etc. Et là, le mois dernier, le Sénat, dans le cadre d'un débat un peu plus approfondi, a rejeté l'accord. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui en France. Et donc l'accord va forcément devoir repasser devant l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Alors après, si l'Assemblée nationale le rejette, que se passera-t-il? On n'en sait rien. On a l'exemple parce que même si le Parlement français rejette l'accord, le gouvernement français devra notifier l'Union européenne. Mais on a l'exemple de Chypre, où le Parlement chypriote a rejeté le CETA, mais le gouvernement n'a jamais notifié l'Union européenne. Donc officiellement, Chypre n'a jamais rejeté l'accord. Est-ce qu'on aura cette même situation en France? Je n'en sais rien, je n'ai pas ma boule de cristal, mais c'est une option à avoir en tête. En matière agricole, sur le CETA, là aussi, il y a eu des oppositions. Et notamment parce qu'on allait importer de la viande qui n'aurait pas les mêmes qualités, qui aurait des produits chimiques, etc. Donc, quelle est la réalité de tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment des importations de viande C'est ce que disait Laura, c'est-à-dire qu'à partir du moment, dans un contexte international de commerce, si mon pays accepte certaines importations, il est obligé de faire pareil pour les autres parce que voilà, c'est la loi du commerce quelque part. Donc ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est toujours l'agriculture qui sert de monnaie d'échange quand même, et dans l'agriculture, quand même souvent l'élevage et la viande qui servent de monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'on reprend une espèce d'architecture quasi coloniale qui fait que nous, on vend des services, on vend de la banque, on vend de la culture, voilà, on vend des choses nobles, quoi. Et aux autres pays de nous procurer notre nourriture ou les choses de base, voilà. Donc, et on a fait à peu près la même chose avec le Canada. Alors le Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada, c'est un gros producteur agricole, c'est pas un pays sous-développé, mais qui, en matière de viande, n'a pas du tout les mêmes normes que nous. Et entre autres, l'Amérique du Nord accepte la viande aux hormones. Et ça va pas, quoi. C'est inacceptable, c'est pas, voilà. On s'est battu en Europe dans les années 80, je crois, contre les veaux aux hormones, et on a gagné cette bataille. C'était un petit peu compliqué parce que déjà à l'époque, il fallait faire la preuve de la nocivité des hormones sur la santé humaine, et ça a été un petit peu compliqué, mais on est quand même arrivé à ne pas le prouver, quoi. On est resté dans une espèce de... Voilà, ça fait peut-être pas du mal, mais ça fait pas du bien, donc on n'en veut pas, quoi. Grosso modo, c'est un petit peu le truc. Donc, en Europe, on ne veut pas de viande aux hormones, donc il n'est pas question d'en importer. Voilà. Et derrière ça... parce qu'on a quand même des relations commerciales et avec le Canada et avec les États-Unis, et entre autres sur la viande. Et on impose à l'Amérique du Nord des quotas de viande sans hormones. Voilà, donc ils ont le droit jusqu'à un certain volume, si la viande est sans hormones, ok, très bien. Sauf qu'on a accepté l'accord avec le CETA accepte un volume de viande sans hormones supérieur à ce que le Canada peut aujourd'hui produire sans hormones. Voilà. Mais on n'est pas dans le cadre d'un pays en difficulté, et le Canada, en 5-6 ans, et bientôt 10, quoi, est tout à fait capable d'accepter, d'arriver à ce volume de viande sans hormones, contrôlé, tracé, voilà. Donc c'est-à-dire que, en fait, quand on nous dit
Non, mais il est quand même bien cet accord parce qu'on a gagné certaines choses. On vend plus de fromage au Canada, comme si le Canada attendait après l'Europe pour se nourrir. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un truc assez fabuleux, quoi. On vend plus de vin. Hein. Moi, j'ai un député européen qui m'a dit « Mais oui, madame, le vin français qui arrive au Canada sans droit de douane, c'est moins cher pour les Canadiens. Donc, je ne comprends pas que quelqu'un de gauche soit aussi élitiste que vous. » Non, mais c'est une anecdote, mais c'est une anecdote qu'en dit long sur l'état d'esprit du libre-échange, quoi. Tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc, maintenant, le Canada est tout à fait capable et sera de plus en plus capable de fournir ce quota accepté. Et cet accord qui, pour le départ, n'était pas trop grave pour l'élevage européen, va le devenir de plus en plus. Et ce que je voulais dire, c'est quand même que si on met tous les accords de libre-échange négociés par l'Europe bout à bout sur la production bovine, c'est 50% de la production bovine européenne qui est menacée. C'est pas rien. Laura, tu veux compléter? Juste rajouter aussi, parce qu'on n'a pas de représentant de ce secteur-là, mais il y a un volet pêche aussi dans le CETA. Donc on va aussi importer énormément de produits de la pêche surgelés du Canada, et on n'a pas une pêche française ou européenne en très bonne santé. Et pour donner une autre anecdote, c'était une des choses qu'on m'a inventée quand j'ai parlé à un négociateur un jour. On m'a dit, vous vous rendez compte, vos homards à Noël seront moins chers. Ah, voilà. Mais ça donne aussi un peu une idée de ce que tu dis de la déconnexion. Parce que importer un homard, qu'est-ce que ça veut dire pour la pêche, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi le fait de manger de la nourriture qui vient d'aussi loin et d'imaginer ça comme un produit comme un autre. Et c'est peut-être ça aussi qui me dérange souvent quand je parle aux négociateurs, aux négociatrices, c'est que j'ai l'impression qu'on me parle d'un homard, d'un bout de bœuf ou d'une pièce d'un Airbus comme si c'était la même chose, sans imaginer que derrière il y a un monde rural ou un monde industriel, il y a des emplois et il y a vraiment toute une déconnexion justement des négociateurs et négociatrices. Ce qui est intéressant aussi sur le CETA, parce qu'on parlait des clauses miroirs tout à l'heure, c'est on s'est rendu compte qu'avec l'application du CETA, en fait, il y a des industries européennes qui ont recommencé à produire des produits phytosanitaires et chimiques interdits en Europe pour l'exportation au Canada, sachant que là-bas c'est autorisé. Donc là aussi, si on veut avoir un peu une perspective altermondialiste, internationaliste et considérer, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ça, que l'environnement, c'est un bien commun. Quelle est la logique derrière de favoriser finalement l'exportation de produits interdits chez nous ailleurs? Il y a plein de choses comme ça, on nage en pleine hypocrisie, et d'où la difficulté aussi de ces clauses ou de ces mesures miroirs, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que dans la production bovine canadienne, on est capable de tracer les 30 derniers pourcents de la chaîne de production. La traçabilité de la production, on sait, sur la fin de la chaîne, on sait à peu près ce qu'il y a comme intrant, etc., etc. Donc ça veut dire que il reste 70% de la chaîne de production d'un bovin qui, gros point d'interrogation, on ne sait pas ce qui se passe. Et on n'a pas le droit, le secret du commerce, secret industriel, etc., on n'a pas le droit de savoir ou de demander une traçabilité complète des chaînes de production, que ce soit en agriculture, mais aussi en industrie, etc. Et donc, on a des dirigeants qui viennent nous dire « mais c'est super, on va faire des clauses miroirs, on va essayer d'harmoniser nos normes, etc. » Mais la première question à poser, c'est comment on contrôle ? Et là, pour le coup, personne arrive à répondre à ça. Et la deuxième chose que je vais rajouter sur le CETA, alors là, c'est assez génial puisque, comme tu l'as bien rappelé, on a une application depuis 2017. Donc on commence, les économistes, on commence à avoir un peu de recul. Et en fait, ce qu'on nous vendait, mais c'est pour ça que les anecdotes sont assez rigolotes, parce qu'au départ, on nous vendait gros gains de croissance pour la France, commerce pour tout le monde, produits pas chers, etc. Puis finalement, toutes les études d'effet, d'impact ont montré que bon, faut tirer vraiment le fil des gains de PIB, etc. qu'on a eu. Et donc, on en revient à des produits. Oui, mais regardez, pour le homard, ça va être génial. Ah oui, mais pour ça va être génial. Et en fait, en 2017, il y a un rapport commandé par le gouvernement qui a été rédigé par Kathleen Schubert, qui n'est pas, je ne connais pas ses positions politiques, mais qui est pas reconnue comme altermondialiste, défenseuse de l'altermondialisme, mais elle-même, dans ce rapport, elle dit, avec d'autres, elles disent « le grand oublié de cet accord, c'est le climat ».
Deuxième chose, elle dit attention, parce qu'il semblerait qu'il y a des processus de négociation qui incluent les firmes multinationales et que celles-ci potentiellement pourraient décider de l'évolution de nos normes européennes, ou du moins de peser dans ces négociations-là. Donc on a un rapport officiel qui pointe quand même du doigt deux choses assez flagrantes. Et là, moi j'ai envie de dire, il y a un principe très simple, un principe de précaution qu'on connaît en Europe, c'est de dire, s'il y a un loup, autant pas y aller. On a foncé, voilà, droit devant. Et à l'époque, je me rappelle en 2017, c'était Aurore Berger, je ne sais pas quel était son statut à l'époque, mais qui sur Twitter voilà, faisait des grands mouvements de bras pour dire « mais vous n'avez pas à être contre, je ne comprends pas les économistes qui sont contre, en gros c'est refuser la modernité que d'être contre le CETA, etc. » Et le CEPI, donc le Centre européen de prospective sur le commerce international, je ne sais pas exactement le sigle, mais c'est un groupe de recherche en commerce international, avait fait eux aussi une étude d'impact dans laquelle ils montraient que le gain pour la création de valeur économique pour la France, pour le PIB français, sur 16 ans, c'était plus 0,02% d'ici à 2035. Ça peut paraître, on ne sait pas ce que ça veut dire. En euros sonnants et trébuchants, c'est en gros 400 millions d'euros sur 16 ans. Donc, en gros, ils n'ont même plus cet argument de dire ça va bénéficier à nos producteurs, ça va bénéficier. Et ces rapports montraient aussi que sur l'emploi, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, puisque perte de valeur ajoutée dans l'agriculture, perte de valeur ajoutée dans le tertiaire. Donc voilà, même les rapports finalement très officiels nous montrent que, économiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à attendre finalement de ces accords-là, et notamment du CETA. Et au niveau du climat, c'est un grand point d'interrogation, voire... alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le rapport du CEPI nous disait « ne vous inquiétez pas », à demi-mot, je caricature, mais il disait « ne vous inquiétez pas sur le climat, dans le cadre de l'accord de Paris, tout ce qui va être pollution liée au fret international, à l'augmentation du transport international, ça, ok, ça va être polluant, mais ça dans le rapport, ça devrait être compensé par ailleurs. » Voilà. Donc par quoi, comment, mais voilà, ça devrait. Donc ne nous inquiétions pas. Donc voilà. Donc en fait là, on a la ligne de défense et je crois que avec le refus du Sénat là sur le CETA, j'ai vu passer plein d'articles de journaux qui disaient mais comment on peut encore refuser le CETA, comment on peut s'y opposer, etc. Alors ça semble tellement évident d'un point de vue économique, d'un point de vue climatique. Là, on est vraiment dans une hypocrisie assez criante. Ouais, mais ils ont sorti une étude là, récemment, soi-disant, le commerce aurait profité à l'Union européenne de tel pourcentage, je sais plus, en faveur, mais en fait, c'était pas en euros constants. Exactement. Voilà, donc, ils annoncent des bénéfices pour le commerce, inflation incluse. Et en fait, quand on regarde juste les volumes, je crois que c'est l'Institut Veblen qui a fait un très bon boulot sur ça. Il montre que les exportations de l'Union européenne ont augmenté de 0,7%. Donc là aussi, bon, négligeable. Autre aspect du CETA, c'est les flux financiers, le e-commerce, les flux de données. Il y a un enjeu autour de ces données. Qu'en est-il exactement, Laura, sur le CETA ? Le CETA, c'est le début un peu de ce qu'on va appeler le e-commerce et ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans les nouveaux accords et aussi à l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que la base, ce qui est important de se rappeler, c'est que on va libéraliser les échanges, donc de produits agricoles, de produits industriels, mais aussi de données. Les données, c'est un peu la nouvelle mine d'or. Alors pour vous donner une idée, avec le CETA, ça va être principalement des données financières et fiscales. Donc si aujourd'hui la France aurait des données d'un résident français qui serait basé au Canada, ça serait plus difficile à aller chercher pour faire par exemple une lutte contre l'évasion fiscale. Ça peut être aussi des données de santé, alors qu'on sait que les données de santé, elles peuvent être sur un énorme serveur Microsoft en France par exemple, pour soi-disant faciliter la tâche des hôpitaux, mais elles peuvent être aussi partagées avec les industriels pharmaceutiques pour faire de la recherche et du marketing. Donc ça, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Mais aujourd'hui, en fait, c'est des enjeux bien plus importants. Transférer des données sans que ça soit taxé, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je télécharge un livre sur Amazon, je ne paye pas de taxes. Par contre, je vais dans une librairie, j'achète un livre, je paye des taxes. Donc tous ces enjeux-là, en fait, il y a une libéralisation avec très peu d'attention publique sur ce que ça veut dire. Et donc, c'est la porte ouverte aux multinationales qui arrivent en fait, à obtenir des données, à obtenir moins de taxation.
Et après, il y a des enjeux futurs, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de code source. Alors, ça paraît très geek, mais malgré tout, si demain on découvre qu'il y a des algorithmes qui sont discriminants, les algorithmes de France Travail, de la CAF, ce qu'on a déjà découvert pour la CAF, que en fait, ces algorithmes auraient des biais contre certains noms de famille ou certaines catégories sociales. Les codes sources de ces algorithmes, s'ils ne sont pas en France, et s'il y a eu un accord de commerce avec un autre pays où seraient ces codes, on aurait beaucoup de mal à obtenir ces codes sources. Donc on aurait beaucoup de mal à prouver les biais ou les discriminations liées aux algorithmes. Donc il y a tout un enjeu quand même de réglementation publique et de réduction des possibilités pour le politique de contrôler. Et je pense que en fait, c'est un peu le problème qu'on a avec le commerce en général aujourd'hui, c'est qu'on ferme de plus en plus la porte pour que le politique puisse contrôler. Et en fermant la porte, on ouvre le tapis rouge aux multinationales. Et aujourd'hui, les multinationales, on les connaît, c'est notamment les GAFAM, mais pas que. Et il y en a d'autres qui vont arriver sur le marché qui feront certainement des processus d'intelligence artificielle peut-être nécessaires, mais pas toujours démocratiques. Et qu'est-ce qu'on fera le jour où on se rendra compte que ce ne sera pas démocratique ? Très bien. Pour rebondir là-dessus, peut-être juste pour conclure sur cet aspect en particulier, une petite citation de Jane Kelsey, qui est une professeure de droit en Nouvelle-Zélande et une grande spécialiste justement du commerce électronique, et qui avait mentionné que les négociateurs des accords commerciaux n'avaient aucune connaissance de ce qu'ils négociaient. C'est-à-dire qu'ils négociaient des sujets qui allaient être emparés par les GAFAM, les grandes entreprises de la tech, sans savoir quelles seraient les conséquences dans une vingtaine d'années, quoi. Ce qui est quand même assez dramatique d'un point de vue démocratique et d'un point de vue droit des populations. Oui, apprenti sorcier en plus. Dernier accord à décortiquer, l'accord du Chili. Et c'est du coup Nicolas qui doit en parler. Oui, je vais peut-être introduire cet accord aussi. Alors, l'accord avec le Chili, c'est pas complètement un nouvel accord, puisque c'est une modernisation. C'est-à-dire c'est un accord on avait déjà un accord qui était en vigueur depuis 2004, et on a eu un processus de modernisation qui s'est terminé en Union européenne il y a 2 mois, donc en février 2024, alors que le Parlement européen a donné son aval donc, à cet accord. Et c'est vrai que c'est un accord un peu particulier, parce que contrairement, on vient de parler du CETA, où on a 2 puissances occidentales qui sont des pays assez riches, là on signe un accord avec le Chili, qui est un pays un peu moins riche, on va dire, au niveau économique, et qui a la particularité d'avoir des ressources minières, et notamment en matière de lithium, en matière de cuivre, qui sont assez grandes. Soit c'est le 2e ou 3e producteur exploitateur de cuivre au monde, ou de lithium au monde. Et le lithium, donc, c'est un minerai très important pour la transition énergétique, pour faire des batteries pour nos voitures électriques, etc. Donc il y a un aspect un peu intérêt extractiviste dans cet accord, et peut-être que Laura, tu veux développer un peu plus cet aspect d'accès aux ressources naturelles au Chili ? Déjà, c'est un peu ce que tu disais, où on enferme les pays dans des spécialisations, on enferme le Chili dans l'exportation de minerais. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans l'accord il y a 1 ou 2 exceptions, mais c'est fait pour qu'on enlève le lithium du Chili et qu'on l'amène en Europe pour après le transformer en Europe. Donc on ne va pas non plus aider le Chili à créer sa propre valeur ajoutée. On va sortir du Chili quelque chose qui coûte pas cher et on va en faire de l'argent en Europe. Donc déjà ça met dans un schéma totalement néocolonial. En plus de ça, on va faire en sorte que le Chili ne change pas de politique, puisqu'il y a des tribunaux d'arbitrage. Donc si demain le Chili devait dire « Ah, attention, on diminue le taux de polluants dans l'eau qui ressort des mines » ou « Ah, finalement, sinon ce produit chimique, vous ne pouvez plus l'utiliser », le Chili pourrait être mis en justice par un investisseur sur ces questions-là. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, je pense que ça bloque aussi l'Europe et le Chili dans ce que tu dis, la transition énergétique. Mais quelle transition énergétique dont on parle ? Là, on est en train de parler de la construction de gros 4x4 allemands électriques pour les Européens. Alors qu'en fait, si on n'a pas assez de minerais rares, on devrait se demander comment on fait pour le répartir plus ou moins équitablement à travers le monde pour que tout le monde ait au moins un bus électrique. Et donc c'est ça aussi qui est dangereux, c'est qu'on est coincé toujours dans un schéma de mobilité individuelle, dans nous, riches Européens, on va aller chercher chez les pauvres Chiliens ce que nous, on n'a pas sur notre sol, mais on va l'utiliser pour nous et pour la transition que nous avons décidée, qui n'est pas la transition énergétique dont toutes les populations ont besoin. Mais en quelque sorte, est-ce que tu penses qu'on est vraiment si loin de, par exemple, pour faire un lien avec l'époque coloniale, avec
un pays comme l'Inde, par exemple. Enfin, cet exemple me vient souvent en tête parce qu'il est assez révélateur. Quand les Anglais ont colonisé l'Inde, l'Inde avait une industrie textile, donc de vêtements très prolifique. Les Anglais sont arrivés, ont complètement refaçonné l'économie indienne pour qu'elle devienne exportatrice de produits bruts, de coton, vers les usines anglaises. Et les usines anglaises, après, ont réexporté donc, des produits textiles en Inde. Donc l'Inde, qui était exportatrice de produits textiles, est devenue importatrice, qui a complètement ruiné son économie locale et créé des famines, beaucoup de pauvreté, quoi. Donc quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'on reste finalement dans cette logique où les pays du centre, hein, donc les pays riches, façonnent en quelque sorte les économies des pays en périphérie, en quelque sorte, des pays un peu moins développés, pour toujours les intérêts des pays riches. Oui, sauf qu'il faudrait juste ajouter dans cette idée-là la Chine, puisqu'aujourd'hui, l'extraction qu'il y a de lithium et de cuivre au Chili part également vers la Chine pour la production automobile électrique chinoise également. Donc dans ce que tu appellerais les pays du centre aujourd'hui, il faudrait inclure la Chine, mais tout à fait. On passe au troisième sujet du coup de notre débat. Il s'agit d'aborder les rapports de force qui existent au niveau un peu mondial, les mobilisations parfois peut-être des peuples autochtones au niveau agricole par exemple, ou la résistance de certains pays à ces projets, on l'a décrit, hein, projets néocoloniaux finalement. Est-ce que, Claude, tu as écho de résistance, notamment en Amérique du Sud ou ailleurs, de mouvements paysans qui s'opposent à cette mondialisation? Il y a toutes sortes de résistances, avec beaucoup de S. Dans énormément de pays, par exemple, beaucoup de résistance sur les semences, hein, parce que les semences, c'est un gros volet économique qui tient les semences, tient l'alimentation du monde. Et les peuples autochtones, mais pas que, luttent de tous les jours pour garder leurs semences. La question, c'est même pas c'est d'en garder la possession. Ils en sont possesseurs, mais une multinationale peut déposer un brevet sur une semence qui est là de toute éternité, quoi. Et ne plus avoir sa semence quand on est paysan, ou être obligé de la payer, c'est quelque chose de grave, quoi. Enfin, c'est capital. Donc voilà. Et on a eu beaucoup de suicides en Inde sur les semences. Et bon. Donc il y a le problème des semences, il y a le problème aussi des compensations carbone. Demain, les nouveaux enjeux pour l'agriculture, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que quand une entreprise pollue, de plus en plus, elle est censée compenser sa pollution. Donc voilà, toutes sortes de... Donc l'Eldorado, c'est d'acheter du foncier dans les pays où il n'est pas cher. Hein. Par exemple, moi je suis une grosse entreprise polluante chimique en Europe, et je vais acheter des milliers d'hectares en Afrique subsaharienne, parce que ça ne vaut pas tellement cher, et puis qu'il ne demande qu'à vendre, quoi. Et comme ça, je peux continuer à polluer chez moi, et puis je me donne bonne conscience. Sauf que ces terres, les paysans du coin, ils en ont quand même besoin. Et de quel droit est-ce qu'on agit comme ça? Je veux dire, là, on n'est même plus dans un rapport néocolonial. C'est du pillage, quoi, tout simplement. Du pillage du matériel génétique, du pillage de la terre, du pillage de l'eau aussi, hein, parce que dans ces accords, par exemple dans l'accord Mercosur, derrière, on a quand même à l'œuvre des grosses entreprises européennes de l'eau qui sont très intéressées par tous ces fleuves de l'Amazonie qui, pour le moment, sont à disposition. Enfin, j'emploie un vocabulaire un peu fort, mais c'est un petit peu ça. Donc, oui, les résistances, il y en a énormément et sous énormément de formes. Donc, les organisations paysannes, membres de Via Campesina,
à force un peu lasse d'aller manifester devant l'OMC à Genève, à Abu Dhabi, non, on n'y va pas, mais bon, à droite ou à gauche, et on nous dit tout le temps, mais vous êtes contre tout. Ben oui, on est contre tout parce que tout ce qu'on nous propose n'est pas acceptable. C'est tout, qu'on nous propose des choses acceptables, on ne sera pas contre. Donc, on a décidé de travailler sur un cadre commercial alternatif. Quelle alternative commerciale nous voulons? Nous ne sommes pas contre les échanges, bien évidemment, mais nous sommes pour des échanges équitables, justes et démocratiquement établis, pays à pays. Qu'un pays décide de faire ce qu'il veut, ça ne nous regarde pas. Et ça ne regarde pas une institution internationale, qu'elle s'appelle FMI, qu'elle s'appelle OMC ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, ce travail-là, il est entrepris depuis 2-3 ans entre les différents pays. Donc, il y a des Africains, il y a les Asiatiques, l'Amérique latine et l'Europe, quoi. Et aussi l'Amérique du Nord, mais ils sont peut-être moins nombreux, mais ils sont là aussi. Donc, on travaille à élaborer ce cadre pour le proposer. Voilà. Et puis, il y a les colères paysannes qui font que, bon, la colère paysanne, c'est assez simple à comprendre que des paysans, en fait, des travailleurs réclament une juste rétribution de leur travail. Là, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est assez simple. Mais comment arriver, quand on vend son lait à Lactalis ou à un autre géant, imposer un prix rémunérateur, quand à côté de ça, mon pays importe du lait à pas cher parce que des pays satellites peuvent le produire à pas cher. Donc, ces revendications sur les prix vont de pair avec une demande, enfin une exigence d'arrêter les accords de libre-échange. Voilà. Et là, bon, on le demande, on le répète, on nous dit oui, on vous a bien entendu, mais on nous a bien entendu. Et on ne voit pas vraiment d'effet. Mais on est là. Oui. Voilà. Nicolas, tu veux compléter les aspects mobilisation paysanne ou autre? Ce qu'il faut bien voir finalement avec les accords de libre-échange, c'est que l'histoire des résistances contre les accords de libre-échange est aussi vieille que les accords de libre-échange eux-mêmes. C'est-à-dire quand on parle du premier accord de libre-échange de nouvelle génération moderne, peu importe comment vous voulez l'appeler, qui est rentré en vigueur le 1er janvier 1994, donc l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, qui fête son 30e anniversaire cette année, même s'il a changé de nom, mais bon, c'est le même accord. Donc ce même jour, le 1er janvier 1994, l'armée zapatiste au Mexique a déclaré la guerre contre le gouvernement, en fait. Donc la mise en œuvre de cet accord a déclenché une guerre, en fait, au Mexique. Et le mouvement zapatiste est toujours présent à l'heure actuelle et revendique toujours l'arrêt d'un accord de libre-échange nord-américain. Donc c'est quelque chose qui a été compris par les mouvements autochtones, notamment au Mexique, mais qui a été compris par beaucoup de mouvements sociaux à travers le monde tout de suite, en fait. Ils ont tout de suite compris les dommages, les conséquences horribles, en fait, que ces accords auraient sur leur société. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure depuis 30 ans, et on le retrouve jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, en Équateur, il y a eu un référendum sur plusieurs sujets. L'un d'entre eux, c'était si l'Équateur ou non devait revenir aux tribunaux arbitraux, dont Laura a parlé tout à l'heure, et l'Équateur a voté massivement non. Il y a eu une grosse mobilisation pour voter non à ce retour aux tribunaux d'arbitrage. Donc c'est quelque chose qui est présent, qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas qu'en France où il y a des mobilisations, ce n'est pas qu'en Europe où il y a eu beaucoup de mobilisations contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis, par exemple, le TTIP ou TAFTA, le CETA, bien sûr, le Mercosur. C'est des luttes qu'on retrouve de partout. Il y en a en Inde, tu le mentionnais, il y a eu beaucoup de mobilisation en Inde contre un accord méga régional qui s'appelle le RCEP. Vous avez la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous les pays de l'ASEAN. Beaucoup de mobilisation en Inde et l'Inde s'est retirée de cet accord. Donc voilà, ces mobilisations existent à travers le monde entier. Elles ne sont pas tout le temps couronnées de succès, mais elles existent et elles ne s'arrêtent jamais. Laura, des précisions là-dessus? Moi, je voulais plus donner l'expérience que j'avais par rapport à Bruxelles et les lobbies. Donc moi, ça fait 10 ans que je regarde ce que font les lobbies au niveau de la Commission européenne. Alors souvent, j'ai cherché des preuves, des détails. Bon, hélas, je dois quand même dire, sans vouloir trop vous déprimer, que
Parfois, il se trouve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de lobbying pour les négociateurs européens ou les négociatrices fassent le boulot pour les multinationales, hélas. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des liens très étroits entre le personnel de la Commission qui va les négocier et les grandes multinationales. Et je pense que dans la façon de négocier, on a très bien en tête l'idée d'ouverture des marchés. Ouverture des marchés principalement pour des grosses multinationales des services, donc on pense aux banques, aux assurances, mais aussi à la téléphonie, à la poste, à l'eau, à l'assainissement, à la construction de prisons, construction d'autoroutes, etc. Donc des grandes multinationales françaises et autres qu'on a en tête. Donc il y a cette idée, et d'ailleurs il y a un ancien commissaire européen qui l'a dit, moi mon travail c'est d'ouvrir des marchés pour les entreprises européennes. Voilà, donc ça c'est leur façon de penser. Et il y a vraiment des liens très étroits. Pour vous donner une idée, moi, un jour, j'ai obtenu un compte-rendu de réunion entre les négociateurs européens du commerce et les lobbyistes de Chevron. Chevron, c'est une énorme multinationale américaine de pétrole qui a fait un tribunal d'arbitrage contre l'Équateur, notamment, qui est très connu, d'où aussi le référendum. C'est un cas qui est très, très connu, où il y a eu une pollution importante dans la forêt amazonienne et Chevron qui n'a jamais voulu nettoyer. Et Chevron va dire aux négociateurs européens sur les tribunaux d'arbitrage, vous savez, nous, on l'a utilisé qu'une fois, mais on en a besoin parce que c'est un dissuasif. Et ça, c'est noté en compte rendu de réunion et on continue à négocier les tribunaux d'arbitrage. Et donc, à aucun moment, quelqu'un se dit, il y a peut-être quand même un problème. Pour vous donner un autre exemple, notre ancien commissaire européen au commerce, M. Phil Hogan, lorsqu'il a dû démissionner parce qu'il aimait beaucoup jouer au golf avec ses amis, y compris pendant le Covid, il est devenu lobbyiste. Aujourd'hui, il est lobbyiste. Ça n'a posé aucun problème à personne. Et en fait, je ne veux pas finir sur une note négative, mais comme tu disais, on a mis dans la tête des personnes que tout le monde gagnerait avec le commerce. Pour moi, c'est ce que je vois dans les négociateurs européens du commerce. Ils ont cette idée que tout le monde va gagner avec le commerce. Et ce qu'on fait quand on mobilise, même si souvent on ne le voit pas et qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas, c'est de rappeler que non, en fait, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Dans le commerce, il y a des gagnants et il y a des perdants. Et c'est important de rappeler qu'il y a ces enjeux politiques qui sont hyper importants. Et parce que quand on est dans un discours très technique, on reste entre négociateurs et multinationales et c'est un tapis rouge pour eux. Mais quand on ramène ça au niveau politique, citoyen, démocratique, là, la conversation est totalement différente parce qu'on rappelle justement le côté extrêmement politique de ce libre-échange. Et je pense que c'est pour ça que la mobilisation doit continuer et qu'elle a fonctionné jusqu'à présent. Et on les entend souvent dire aujourd'hui « Ah non, non, mais le commerce est devenu trop politique. » Et moi, ça me fait rire. Je dis en fait, le commerce a toujours été politique. C'est juste que vous n'avez pas envie qu'on parle ça de commerce de façon politique. Oui, Léo, tu rappelais ça dans ton introduction. C'est la domination des pays riches qui imposent finalement leurs intérêts et ces accords et qui sont poussés par leurs multinationales, enfin le capitalisme mondialisé qui pousse à ces accords en fait. Ouais. Et bon, tu prends l'exemple du lobbying, c'est un long travail et donc là aussi il y a quand même une prise de conscience, mais une prise de conscience parfois qui est un peu ambiguë ou qui consiste aussi à ne serait-ce qu'à se protéger, à dire que bon, on va fermer les frontières, etc. Donc comment argumenter contre ce seul argument et proposer ce qu'on appelle, nous, une autre mondialisation. Déjà, les émissions comme celle-ci sont essentielles, en fait, pour diffuser un autre discours, pour montrer voilà, que les choses ne sont pas figées, que tout est politique, finalement, et que par les mouvements sociaux, par plein de choses, en fait, on peut infléchir un peu cette tendance-là de cette mondialisation néolibérale. Et en fait, moi, ce que je montre un peu dans mes travaux, et pour finir, c'est un peu sur une autre objectif, enfin, un peu optimiste, mais peut-être naïve, donc vous me direz peut-être à la fin, mais en fait, pendant cette décennie de la mondialisation néolibérale qu'on a appelée mondialisation heureuse, en fait, le discours et l'idéologie étaient vraiment tournés vers la mondialisation, c'est gagnant-gagnant, il n'y a aucun perdant. Et finalement, en France, on se retrouvait avec ce qu'on peut appeler des blocs socio-économiques dominants qui avaient certes des intérêts un peu divergents, mais qui étaient tous en faveur d'une même politique libre-échangiste. Et ça allait des grands industriels aux grands agriculteurs terriens, mais aussi aux travailleurs. Parce qu'on disait aux travailleurs, en fait, OK, vous allez peut-être perdre votre emploi dans l'industrie, mais vous allez avoir un emploi dans le tertiaire, ça sera mieux rémunéré, ça sera mieux pour vous, etc. Et donc, dans ces années 2000, finalement, quand le petit ouvrier ou l'ouvrière du nord de la France perdait son emploi parce que sa multinationale délocalisait,
on va le dire entre nous, tout le monde s'en fichait un peu. Tout le monde disait, bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand même, on revient autour de ces discours de... Alors, il ne faut pas non plus trop s'y prendre sur la relocalisation, etc. Tout est dit, mais j'ai l'impression que ce qui a changé aujourd'hui, c'est vraiment ce rapport au changement climatique. Et aujourd'hui, là où la bourgeoisie, si je résume un peu à grands traits, mais là où la bourgeoisie, dans les années 2000, s'en fichait un peu du sort de l'ouvrier et de l'ouvrière qui vivait de ses mains et de son travail, aujourd'hui, on est en train de se dire, ah tiens, en fait, le libre-échange, ok, il y a des perdants, effectivement, et le grand perdant, c'est le climat, et nous-mêmes qui pensions être protégés avec des emplois non délocalisables, etc., finalement, nos enfants, peut-être, commencent à sentir le poids de ce libre-échange, de cette pollution, de ces changements climatiques. Et donc, j'ai l'impression qu'on a quand même les moyens de reconstituer un peu un bloc social, économique dominant, avec des intérêts qui pourraient converger vers moins de libre-échange ou vers une meilleure régulation des échanges mondiaux, sachant qu'aussi, finalement, le capitalisme et la mondialisation actuelle nous aident, puisque les économistes considèrent qu'on est dans une fin de cycle, que en fait, la mondialisation néolibérale est parcourue de crises endogènes. Elle génère elle-même ses propres crises qui arrivent finalement aujourd'hui avec le blocage de l'OMC, le blocage des chaînes de valeur, le blocage du commerce international qu'on a connu pendant le Covid. En fait, tout ça montre qu'on a été trop loin, que ça ne marche pas. Et c'est révélé un peu aux yeux du monde qu'il y avait effectivement des perdants. Et donc l'idée, c'est de capitaliser autour de ça et de se dire, moi j'étais d'accord avec ta proposition et c'est un peu le sens de mes travaux, c'est de se dire, la mondialisation néolibérale, fin de cycle, on tourne la page et on ouvre autre chose. L'idée, évidemment, parce que c'est très souvent caricaturé, l'idée, c'est de ne pas dire stop aux échanges. L'idée, c'est pas de dire on revient à l'autarcie. Ça n'existe pas. Le libre-échange total n'existe pas, l'autarcie, ça n'existe pas. La politique commerciale, c'est un curseur qu'on fait fluctuer entre ces deux extrêmes. Et donc l'idée, ça serait peut-être moi j'essaie de travailler sur ça dans mes travaux, mais de revenir à une forme de régulation de la mondialisation dans laquelle il y a une phrase que j'adore, parce que tu as fait des citations, on a le droit. Il y a une phrase d'un économiste britannique, John Maynard Keynes, qui dit finalement, la science, la culture, le cinéma, tout ça, par nature, ça doit rester libre-échangiste. Par nature, les frontières doivent être ouvertes. Par contre, il dit bien, essayons de produire chez nous à chaque fois que c'est raisonnablement possible de le faire. Et je trouve que si déjà on mettait comme base de travail cette idée-là de dire on va essayer de produire chez nous et on va faire peut-être des accords d'échange ou une mondialisation un peu plus régulée. Alors moi je travaille c'est un peu un gros mot dans certaines organisations, mais moi je travaille sur le protectionnisme et notamment j'essaye de montrer qu'une forme de protectionnisme négocié, c'est-à-dire pas du tout unilatéral, pas du tout imposé non plus aux pays du Sud, mais en fait, chacun des pays pourrait dire, moi, telle norme, telle industrie, telle protection, c'est important pour moi, je veux continuer à le protéger. Et en face, il y aurait un autre pays qui dirait, d'accord, on accepte que vous protégez telle industrie et telle norme, mais vous acceptez que nous, au contraire, on protège ça, on choisisse telle voie de développement, etc. Et en fait, l'idée de produire chez soi dès que c'est possible, de garder des échanges culturels, scientifiques, etc., et d'avoir finalement des accords commerciaux non plus sur on impose le libre-échange et la baisse des droits de douane, mais on discute avec chaque pays et leurs propres valeurs, leurs propres décisions, je crois que ça peut nous donner un peu d'espoir. Mais c'est naïf. Non, mais il en faut. Et Nicolas, sur les alternatives justement possibles, est-ce que c'est possible un jour ? Est-ce que c'est possible un jour ? Cette alternative qu'on souhaite au tout libre-échange et à cette mondialisation néolibérale. Est-ce que c'est possible ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on doit mettre les moyens pour que ce soit possible ? Ça, j'en suis convaincu. Donc, on doit faire le nécessaire pour que ce soit possible, pour que nos voix soient entendues, que des propositions telles que la tienne, des propositions vers une certaine forme de relocalisation, plus de réglementation des échanges commerciaux, une mondialisation raisonnable en quelque sorte, parce que comme tu l'as mentionné, l'autarcie ça n'existe pas, l'humanité a toujours commercé en quelque sorte. Donc se replier sur soi-même, c'est un peu le message qu'envoie l'extrême droite et c'est un message que nous, bien sûr, on combat et un message qui historiquement en fait
enfin, historiquement, n'a pas montré en fait ses vertus. Hein, on l'a vu au XXe siècle, mais bien avant aussi. Donc oui, moi j'ai fortement espoir qu'à force de dialogue, à force de crise, malheureusement, comme la crise paysanne, mais qu'on peut se servir de ces crises et bâtir en fait sur ces crises, et plus de sensibilisation au sein de la population, à travers des émissions comme celle-là, à travers les réseaux sociaux, à travers des publications, des économistes, des juristes, des chercheurs en politique commerciale européenne, etc. Voilà. Très bien, il me reste à vous remercier de votre participation. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site aussi d'Attaque France. Il y a un espace de travail à Helleu, donc qui est un peu en stand-by, mais qui peut reprendre. Et puis, il y a le collectif Stop TAFTA Mercosur, qui est très actif, auquel Attaque participe également activement. On peut retrouver plein d'infos, plein d'actualités et d'idées de mobilisation en contactant ce collectif. Et vous avez toutes les infos utiles sur le site d'Attaque France. Eh bien, merci à vous. Merci. Merci.